Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le journal de 19h sur Al24 News. Voici les titres. Des camps des réfugiés à Tindouf, le Front Polisario prépare son 16e congrès national. Une occasion pour affirmer le droit à l'autodétermination et à l'indépendance du peuple sahraoui, opprimé par le colon marocain. Nouveau rebondissement dans la crise énergétique et nouveau paquet de sanctions contre la Russie. L'Allemagne décide de mettre sous tutelle le groupe russe Rosneft. Un éclairage dans cette édition. Tombée du rideau sur l'organisation de coopération de Shanghai à Samarkand en Ouzbékistan. Pékin et Moscou affichent une vision commune sur la scène internationale. Et puis sport, en prévision des deux rencontres amicales contre le Nigeria et la Guinée. Le sélectionneur Jamal Belmadi dévoile sa liste. Delors et Bentaleb de retour. Et une première pour Hossam Din Medeza du CR Belouizdad. Bonsoir à tous, voici pour les titres et on entame cette édition par l'actualité continentale. Le Front Polisario prépare son 16e congrès national prévu le mois de décembre prochain. À cette occasion, une série de réunions est tenue et qui vise à mettre en place toutes les conditions appropriées pour la réussite de la conférence à tous les niveaux. Le secrétaire national du Front Polisario, Brahim Rali, était présent aujourd'hui dans les camps des réfugiés. Il y a un acharnement du Mersenne et des sionistes aidés par des partis obscurs connus de tous et qui ciblent le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination et l'indépendance. Mais cela affecte aussi la paix et la sécurité de toute une région avec le trafic florissant de la drogue qui encourage la prolifération des bandes organisées et des crimes transfrontaliers, mais aussi le terrorisme. L'ennemi continue à collaborer avec des alliés qui ont un agenda précis et qui veut affaiblir le combat du peuple sahraoui et sa résistance en usant de méthodes des plus diaboliques pour affaiblir le moral de nos troupes et des tentatives à répétition pour créer une dissension et affaiblir la crédibilité des représentants du Front en voulant effacer l'existence du Sahara occidental, de l'Afrique et de la planète tout entière. Et le réseau international des partis progressistes, l'International progressiste, a appelé dans une déclaration publiée jeudi à la décolonisation immédiate du Sahara occidental. Dernière colonie en Afrique, exigeant l'application de la résolution onusienne 1514, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1960, portant l'octroi de l'indépendance aux pays sous domination coloniale. Parmi les signataires de la pétition figurent d'imminentes personnalités politiques, hommes de lettres et de sciences, dont le linguiste américain Noam Chomsky et le parlementaire canadien Nikki Ashton. Et c'est par la voix de son secrétaire exécutif Joseph André Nourris que la communauté de développement de l'Afrique australe a réitéré son soutien à la cause du peuple sahraoui, un soutien franc en faveur à l'autodétermination et d'indépendance exprimé à l'occasion de cette rencontre avec l'ambassadeur sahraoui au Botswana, Malaïnine Lekhal. Plus de détails avec Tinhin Al-Makassi. À l'occasion de sa fin de mission en Botswana, Melaïn Lekhel, ambassadeur sahraoui dans le pays, s'est rendu au siège de la communauté de développement d'Afrique australe pour y rencontrer les dirigeants de l'organisation régionale. En cette occasion, le diplomate sahraoui a tenu à remercier la communauté de développement de l'Afrique australe pour son engagement indéfectible pour l'indépendance du peuple sahraoui. De son côté, Joseph André Nourris, secrétaire exécutif de l'organisation, a réitéré la constante position de son institution avant d'exprimer sa solidarité pour la lutte du Sahara occidental, pour son indépendance et son autodétermination.
J'ai effectué cette visite pour remercier l'organisation pour son soutien indéfectible en faveur du peuple sahraoui, pour son indépendance et son autodétermination, un soutien permanent à notre peuple et notre cause juste. De son côté, M. Joseph Nouri, secrétaire exécutif de l'organisation, m'a fait part de la position de son organisation, une position qui se veut constante et permanente pour l'indépendance du Sahara occidental. La communauté de développement de l'Afrique australe, qui réunit en son sein 16 pays africains, est un soutien de première heure pour l'indépendance du Sahara occidental, que ce soit dans les forums internationaux ou continentaux. Un rôle que Melaine Lekhel a mis en exergue, avant d'informer l'organisation sur les dernières évolutions sur le terrain, tout en soulignant la nécessité de maintenir la solidarité et le soutien avec le Sahara occidental, dernière colonie du continent africain. En particulier en cette période dangereuse d'escalade de violence et de guerre brutale menée par les forces de l'occupation marocaine. Dossier du Sahara occidental toujours, le ministère des Affaires étrangères sahraoui a organisé aujourd'hui un colloque sur les derniers développements de la cause sahraoui, avec la participation de plusieurs intervenants d'Europe ainsi que l'Amérique latine. La rencontre a permis aux organisateurs d'aborder la question du Sahara occidental et ses développements et le droit légitime du peuple sahraoui à l'autodétermination. Actualité continentale toujours, fin de suspense au Sénégal. Amadou Ba a été nommé Premier ministre ce samedi 17 septembre. Ancien ministre de l'économie et des finances de 2013 à 2019, il a été ministre des Affaires étrangères de 2019 et 2020. Son nom a été l'un de ceux qui circulaient ces derniers mois pour ce poste de Premier ministre. Il a été reçu dans la matinée par le président sénégalais Macky Sall au palais présidentiel. Le président américain Joe Biden a reçu à la Maison-Blanche son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa. Plusieurs sujets ont été abordés entre les deux dirigeants, notamment la question climatique, les investissements ainsi que les échanges commerciaux. Pour rappel, un sommet entre les États-Unis et plusieurs pays africains aura lieu au mois de décembre prochain dans la capitale américaine, Washington. Nous nous réjouissons vraiment de l'occasion qui nous est donnée d'être ici afin de pouvoir étendre ces relations et d'inciter davantage d'entreprises à investir en Afrique du Sud pour créer des emplois. Nous sommes également ici pour remercier du soutien que les États-Unis ont apporté à l'Afrique du Sud et au continent africain en matière de lutte contre la pandémie Covid-19, des vaccins que vous avez mis à disposition. Notre partenariat est essentiel pour relever de nombreux défis urgents dans le monde et l'Afrique du Sud est une voix sur la scène mondiale et un leader dans l'ordre international. Nous avons de nombreux sujets à aborder car il se passe beaucoup de choses dans le monde, non seulement sur le continent africain, mais aussi dans le monde dans lequel vous êtes engagés. Je vous souhaite donc la bienvenue, je me réjouis de notre conversation et je vous remercie de prendre le temps d'être ici. En Guinée, le procès de l'affaire du stade de Conakry en 2009 débutera le 28 septembre prochain. 13 ans après les faits, les familles des victimes attendent toujours pour obtenir justice. Les détails avec Souhila Kilel. Du 28 septembre 2022 est officiellement retenu pour la tenue du procès du 28 septembre. 13 ans jour pour jour après le tragique événement qui a coûté la vie à au moins 157 personnes, le 28 septembre 2009, le massacre du stade de Conakry a mis en émoi des millions de Guinéens. 13 ans après, le tant attendu procès aura bel et bien lieu le 28 septembre. Un procès qui pourrait permettre au pays d'avancer vers le processus de réconciliation et penser un tant soit peu les douleurs du passé et permettre aux familles des victimes de faire leur deuil. Je suis vraiment très ravi de pouvoir donner mon avis sur ce qui s'est passé aujourd'hui avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux, par rapport à cette date que nous avons attendue longtemps, aujourd'hui qui est tombée pour le 28 septembre 2022. Nous sommes vraiment très satisfaits. Il était temps
qu'on arrive à ce procès. Ce fameux 28 septembre 2009, un regroupement d'ONG et de partis d'opposition organise un rassemblement dans le principal stade de Conakry. Des milliers de personnes protestent contre une possible candidature du capitaine Moussa Dadis Camara à la présidentielle prévue en janvier 2010. Ce dernier avait pris de force le pouvoir en décembre 2008 en s'autoproclamant président. Le pouvoir envoie alors l'armée qui se livre à une sanglante répression dans et autour de l'enceinte. L'onde de choc de ce massacre fut internationale, ce qui précipite la chute du régime militaire. La commission d'enquête de l'ONU conclut que le massacre du 28 septembre était un acte prémédité par ses instigateurs. L'instruction judiciaire s'est achevée en décembre 2017 avec le renvoi d'une douzaine de prévenus devant le tribunal, dont Moussa Dadis Camara. Mais les victimes et leurs proches attendaient depuis ce procès, qui tardait à être fixé malgré les engagements récurrents des autorités du pays. Au Moyen-Orient, 5 soldats syriens ont été tués samedi dans des frappes de l'entité sioniste près de l'aéroport de Damas, selon l'agence d'État syrienne Sana, qui a indiqué que des projectiles sont arrivés depuis le nord-est du lac de Tibériade visant l'aéroport et des points au sud de Damas vers minuit 45. Le mois dernier, des frappes sionistes près de Damas et dans le sud de la province côtière de Tartous ont causé la mort de 3 soldats. On reste au Moyen-Orient. Le chef du parti libanais Hezbollah a condamné samedi une récente modification du mandat de la force de maintien de la paix de l'ONU déployée le long de la frontière avec l'entité sioniste. Pour Hassan Nasrallah, il s'agit d'un piège que les Israéliens tendent au Liban depuis de nombreuses années et d'une violation à la souveraineté du Liban. Présente au Liban depuis la fin des années 70, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la FINUL, composée de près de 10 000 soldats, est déployée dans le sud du pays, dans une zone tampon entre l'entité sioniste et le Liban. قرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول اليونيفيل باعتقادنا فيه اعتداء وتجاوز على السيادة اللبنانية. La récente résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la FINUL, à notre avis, est une violation de la souveraineté libanaise. C'est un signe du laxisme de l'État libanais et de son absence, même face à des problèmes d'un tel niveau de gravité et d'importance. C'est un piège que les sionistes tendent au Liban depuis de nombreuses années. Dans tous les cas, les Libanais qui ont fait cela sont soit ignorants, soit conspirateurs, car cette décision ouvre la porte à de grands dangers dans la zone au sud du fleuve Litani. S'ils veulent agir indépendamment de l'État et de l'armée libanaise qui est responsable du sud de la rivière du Litani, ils agissent à un endroit qui n'est pas dans leur intérêt ni dans l'intérêt du Liban. Et en Jordanie, le bilan de l'effondrement d'un immeuble résidentiel dans la capitale Amman est monté à 14 morts. C'est ce qu'a indiqué samedi un porte-parole de la sécurité publique, précisant que les opérations de recherche avaient pris fin. Selon des sources locales, la dernière victime découverte est une femme et les corps de ses 2 filles avaient été extraits. Cet immeuble de 4 étages s'est effondré dans le quartier de Jabal al-Wabda. Pour rappel, un bébé de 4 mois a été sauvé par les services de secours après avoir passé 24 heures sous l'immeuble effondré. Nous vous le disions en titre, le bras de fer énergétique entre Berlin et Moscou franchit une nouvelle étape avec la mise sous tutelle par l'Allemagne des activités du géant russe Rosneft dans le pays afin de sécuriser son approvisionnement en pétrole. La tutelle prend en effet immédiatement et initialement limitée à 6 mois. Nous voulons maintenant saisir les opportunités qui découlent de ces décisions. La fête est terminée et grâce à la mise sous tutelle, il est désormais possible de réaliser tous les investissements dont nous avons besoin pour assurer notre avenir à long terme. Grâce à cette mise sous tutelle et aux décisions que nous avons préparées ensemble, il faut faire en sorte que les employés n'aient pas à se soucier de leur avenir. Cela est important pour notre avenir à tous et pas seulement pour celui de la région.
Nous avons vu que les assureurs, les prestataires de services, les fournisseurs de services informatiques, mais aussi les acheteurs se sont retirés de plus en plus. Nous aurions pu nous retrouver dans une situation où la sécurité d'approvisionnement n'est plus assurée. Et pour plus d'analyse, nous avons avec nous Monsieur Nabil Jama'a, expert en économie, finance, en direct avec nous via Skype. Bonsoir Monsieur Jama'a. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors Monsieur Jama'a, quels sont les moyens juridiques pour la Russie pour qu'elle puisse engager une action au niveau du tribunal d'arbitrage international pour faire valoir ses droits? Oui, la Russie, pour l'instant, on a vu dernièrement la saisie des oligarques russes qui avoisinent les 30 milliards, mais vis-à-vis de la loi, pour l'instant, il n'y a pas de loi. Donc, Joe Biden, le président américain, il a proposé au Sénat d'établir une loi parce qu'il y a un vide juridique au niveau du tribunal international. Donc, juridiquement, ce n'est pas possible. Mais vu la guerre et tout, le président américain, il essaye de convaincre le Sénat américain pour donner cet argent aux Ukrainiens qui sont touchés par la guerre. Donc c'est un jeu, c'est-à-dire qui n'est pas réglementaire. Il y a un vide juridique dans les tribunaux internationaux pour l'instant, notamment pour saisir les oligarques russes. Donc, en avril dernier, ils ont saisi tous les comptes au niveau de l'Union européenne des oligarques russes qui investissent en Europe, mais vis-à-vis de la loi, il y a un vide juridique, que ce soit sur les tribunaux internationaux ou les tribunaux européens. Donc, au niveau des États-Unis, Joe Biden a essayé de présenter une loi pour être votée au Sénat américain, afin de pouvoir saisir ses biens. Justement, monsieur Jama'a, justement, en parlant des sanctions occidentales, pensez-vous pas que ces sanctions sont en train de se retourner contre leurs instigateurs? Bien sûr, effectivement, aujourd'hui, toutes les sanctions, c'est-à-dire, sont en train de toucher l'Europe, notamment l'Allemagne, parce que les États-Unis, pour l'instant, n'est pas touché, mais le dindon de la farce, c'est l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Allemagne, le PIB de l'Allemagne et la croissance, elle est en baisse. Et n'oubliez pas que la Russie détient 20% des richesses mondiales. Donc, elle a l'or, elle a le pétrole, le gaz, le charbon et l'uranium. Donc, elle détient 20% de la production mondiale. Donc, ces sanctions vont toucher, premièrement, l'Europe comme premier pays, notamment l'Allemagne, surtout en matière de gaz et pétrole. La Russie fournit 48% de ses stocks de gaz à l'Europe. Donc, qui c'est qui est maintenant touché? C'est l'Europe. Et la Russie, à travers la dernière réunion de jeudi avec l'organisation des pays de Shanghai et tout, donc ils ont fait une réunion pour casser la nouvelle politique mondiale que les États-Unis veulent mettre en l'unilatéral. Merci à vous. Oui, merci. Merci à vous, monsieur Nabil Jama'a. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct via Skype et vous êtes expert en économie, finance et énergie. Le 22e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s'est tenu à Samarkand en Ouzbékistan était l'occasion pour Pékin et Moscou d'afficher leur vision commune sur la scène internationale, marquée ces derniers temps par le conflit en Ukraine. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai s'est tenu du 15 au 16 septembre en Ouzbékistan. Il a été l'occasion pour les deux acteurs majeurs que sont la Chine et la Russie d'afficher leur proximité face à l'Occident. Une vision commune face à un adversaire commun dont les capitales sont Bruxelles et Washington. Il est à noter que l'OCS, dont les membres sont la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et 4 ex-républiques soviétiques d'Asie centrale, a été créé en tant qu'outil de coopération politique, économique et sécuritaire en concurrence aux organisations occidentales.
Le dernier sommet en date a mis en lumière une convergence de vision entre Poutine et Xi Jinping concernant l'ordre international établi que tous deux jugent caduc. Nous devons travailler ensemble à la promotion d'un ordre international qui aille dans une direction plus juste et rationnelle. Vladimir Poutine, quant à lui, met en exergue l'émergence de nouveaux centres de décision qui viennent remettre en cause un monde unipolaire. Le rôle croissant des nouveaux centres de pouvoir qui coopèrent les uns avec les autres devient de plus en plus évident. Pékin et Moscou, tous deux s'estimant menacés par Washington à Kiev et à Taipei, remettent en cause un ordre international fondé en 1945 qu'ils souhaitent réformer. Au mois de mars, Vladimir Poutine et Sergueï Lavrov avaient déjà appelé à une désoccidentalisation des institutions internationales que le Kremlin juge partiale et sous influence de Washington, alors même que l'Organisation des Nations Unies peine à résoudre les différents conflits auxquels elle est confrontée. À travers des coopérations économiques, militaires et politiques, Pékin et Moscou œuvrent d'ores et déjà à l'établissement d'un ordre international nouveau. Dans les années à venir, le monde devrait croiser le fer avec des défis multidimensionnels les plus intenses. Plusieurs enjeux attendent le monde à l'horizon 2040. Le monde en 2040, vu par la CIA, c'est un ouvrage édité par les éditions des Équateurs et dont Mohamed Ouali Ben Chaban nous en dit plus. La pandémie du Covid-19 a engendré une crise économique mondiale inédite par son ampleur et sa vitesse de diffusion à l'échelle planétaire. Dans les années à venir, le monde va faire face à des défis plus intenses, des changements climatiques aux perturbations dues aux nouvelles technologies et aux crises financières. Ceci est un extrait de ce qui attend la planète selon le monde en 2040, vu par la CIA. C'est le titre d'un ouvrage qui vient d'être publié dans les éditions de l'Équateur, un livre qui revient sur un rapport de ce qui attend le monde à l'horizon 2040, faisant des révélations et des prévisions des plus édifiantes sur les bouleversements qui frapperont les populations mondiales, sans exception, touchant la vie politique, les crises économiques, financières, alimentaires et énergétiques. Le livre revient en détail sur chaque aspect avec des illustrations et des exemples vivants de régions qui ont déjà commencé à vivre ces crises et à sortir de leur zone de confort. Le rapport est conçu pour fournir un cadre analytique aux décideurs politiques au début de chaque administration, au moment où ils élaborent une stratégie de sécurité nationale et naviguent dans un avenir incertain. L'objectif n'est pas d'offrir une prédiction spécifique du monde en 2040, mais plutôt d'aider les décideurs et les citoyens à voir ce qu'il y a au-delà de l'horizon et à se préparer à un éventail de futurs possibles. Un mot de culture, la comédienne algérienne Farida Saboundji, une des figures marquantes du cinéma algérien, connue notamment pour ses rôles dans les feuilletons télévisés, est décédée samedi à l'âge de 92 ans. A-t-on appris auprès du ministère de la Culture et des Arts. Née en 1930, Farida Saboundji est l'une des actrices les plus appréciées et célèbres pour ses performances singulières, alliant gestuelle et paroles, et surtout son accent algérois dans ses nombreux rôles de dame de fer qu'elle incarne admirablement avec un long parcours de 5 décennies dévouées au théâtre et au petit écran. La comédienne qui a commencé sa carrière artistique à l'âge de 13 ans dans le théâtre radiophonique compte à son actif plusieurs prestations aux côtés de grands acteurs à l'image de Mahiddin Bouchtarzi, Ahmed Ayad Derwished ou encore Mohamed Touri. En 2017, Farida Saboundji a été décorée de la médaille de l'Ordre du Mérite national au rang de Djadir. الملكة المهبوبة وعلى بالي يما سيما ماشي مشكل يما كيعرف باللي رفيق جاي يخطب يزعف ومن بعد ينسى هاك يحطيهم هنا. Sport football, l'entraîneur de la sélection algérienne de football, Djemal Belmadi, a dévoilé ce matin la liste des 24 joueurs convoqués en prévision des 2 rencontres amicales contre la Guinée et le Nigeria. Une nouvelle liste marquée par le retour d'Andy Delors et Nabil Bentaleb. Le point avec Faisal Saleh.
Privé de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'Algérie de Djemal Belmadi débutera sa saison 2022-2023 avec 2 matchs amicaux, la Guinée le 23 septembre, puis le Nigeria 4 jours plus tard, au stade olympique Miloud Hatfi d'Oran. Le sélectionneur d'Algérie, Djemal Belmadi, a convoqué 24 joueurs, parmi lesquels figurent les absents d'en octobre. Le premier, Andy Delors, absent depuis octobre 2021, l'attaquant niçois s'est racheté auprès de son entraîneur en présentant ses excuses au peuple algérien. Que j'aurais dû être plus clair avec lui, plus franc, et peut-être que ça n'aurait pas été passé comme ça. Donc voilà, je tiens à m'excuser au peuple algérien, et voilà, je languis de rejouer pour leur montrer tout l'amour que j'ai pour ce maillot. Le deuxième revenant est bien Nabil Bentaleb. L'Algérien n'a pas été convoqué depuis octobre 2018. Le joueur d'Angers à nouveau en forme après la période difficile de Schalke 04. Nouvelle ère et nouveaux paramètres et des choix à prendre. Pour garder la cage d'Al-Khadra, le coach a convoqué Mandria, Oukidja et Zarba. Pas de Raïs Wahab Mboulhi. Âgé de 36 ans, Raïs a souffert pendant le mercato, une signature avec un club de 2e division en Arabie Saoudite. Résultat, Raïs écarté pour le stage de septembre. En défense, Belmadi était pragmatique. Hakim Zedatka, Youssef Attal, Ben Ayada, Rami Ben Sebini, Tougaï, Bedrane Touba. Et un arrêt sur la convocation de Issa Mandi, le cadre de la défense algérienne, et une doublure à Villarreal. L'Algérien est utilisé par son entraîneur qu'en Ligue Europa Conférence. Les 2 matchs seront nécessaires pour lui afin de gagner du temps de jeu. Au milieu de terrain, Ramiz Rouki, le bijou Smaïl Benasser, les 2 ex-joueurs de Parado Zorgane et Boudaoui, la première en équipe A de Houssam Rizik. En attaque, absent lors du dernier stage de l'équipe algérienne en mois de juin, le nom de Riyad Mahrez est bien apparu à la liste pour mettre fin aux spéculations. Admounnes en fuigo avec Lille, Brahimi de Nice, le duo de Brest, Blaili Slimani, Amoura le joueur de Lugano. Toujours pas de Barded Bounjah. Awar est attendu en novembre pour Yassine Adli. Djemal Belmadi nous éclairera de leur situation demain à la conférence de presse. Et football espagnol, 24 heures avant le derby entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, les 2 entraîneurs se sont exprimés sur la rencontre. Pour Carlo Ancelotti, le résultat de la rencontre sera important vu la rivalité entre les 2 clubs. Et pour Diego Simeone, il s'agit d'un derby spécial pour les fans et pour son équipe. Les équipes, les individualités de chaque équipe sont d'un niveau très élevé, donc je pense que vous pourrez apprécier un bon match de football. Le résultat est ouvert, c'est sûr, rien n'est joué, c'est un match important, surtout parce qu'il y a beaucoup de rivalité, c'est tout à fait normal. C'est aussi le bon côté du football, qui est cette rivalité. Un derby, c'est toujours spécial pour les fans, pour nous, pour eux aussi. Et nous allons le jouer en fonction de nous et de la place que nous occupons. L'adversaire a une équipe extraordinaire qui performe à un niveau extraordinaire depuis des années. Et c'est pour cela qu'ils ont l'habitude d'être toujours proches de la victoire, parce qu'ils ont une grande équipe. Et nous, on doit jouer le match que l'on veut jouer et essayer de leur faire mal. Une dernière information dans cette édition. Pour assister au 31e sommet arabe prévu le 1er et le 2 novembre prochain à Alger, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, adresse une invitation au président du Conseil soudanais de souveraineté transitoire, le général Abdel Fattah al-Burhan. Le ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations, Kamal Rzig, a été reçu aujourd'hui à Khartoum, la capitale soudanaise, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, et qu'il a remis la lettre d'invitation du président de la République pour prendre part aux travaux du sommet arabe prévu en début du mois de novembre à Alger. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al24 News pour plus d'informations, ainsi que les liens des réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. Excellente soirée à tous.